Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Point commun, une émission qui met en valeur les femmes de la région. Aujourd'hui, je suis avec Justine Blanchin. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente d'être avec Justine aujourd'hui. Pour la petite anecdote, Justine, c'est, je pense, la 4e femme que j'ai rencontrée en arrivant sur Grenoble. J'avais fait ma première année d'alternance dans un média qui s'appelait l'Y Podcast et on l'avait interviewée dans son ancien coworking à l'Île Verte. Donc, je suis très contente de reparler avec elle aujourd'hui. On va parler de son parcours en tant que femme qui a une entreprise, qui a aussi, qui lutte pour qu'on ait tous un petit peu des droits, qui lutte aussi contre ou pour l'inclusivité plutôt. Donc voilà, je vous laisse découvrir Justine avec moi. J'ai créé le Feel Good Club il y a maintenant quelques mois. Ma mission est vraiment d'accompagner un maximum de personnes vers une meilleure hygiène de vie, une routine qui est complètement adaptable à tout le monde au quotidien, de façon à ce que les personnes se sentent vraiment mieux. La meilleure des manières ici de venir voir ce que je fais, c'est de prendre rendez-vous sur mon Instagram et de fixer un rendez-vous pour un bilan nutritionnel. Quoi qu'il en soit, vous ressortirez de là avec des super conseils et pourquoi pas, on pourra atteindre les objectifs ensemble. Si tu devais te présenter aujourd'hui, comment tu te décrirais? Eh ben, j'ai 30 ans, j'aime le violet. Ah bon? Je pense que c'est un élément très important pour me décrire. J'entreprends depuis 10 ans et j'ai créé du coup Intrépide, qui est une agence de lutte contre les discriminations. Et je suis Sagittaire. C'est important. Ok, c'est une agence du coup qui lutte contre quelle forme de discrimination un petit peu? Eh ben, c'est très large en fait. On a un gros volet sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Ouais. On travaille sur toutes les discriminations, sur tous les enjeux d'inclusion et diversité. Donc ça peut toucher au racisme, au validisme, à l'homophobie, à la précarité, Ouais, pas plein de tabou. choses. C'est assez large. Il y a malheureusement beaucoup de thématiques à traiter. Ok. Est-ce que aujourd'hui, tu es une femme engagée, est-ce que ton engagement, on pourrait dire qu'il est lié à des expériences personnelles ou à des événements qui, toi, ont pu te toucher profondément, soit par rapport à toi ou soit dans l'actualité? Je pense que bien sûr, tous les engagements se construisent par des expériences personnelles ou qui nous touchent de près ou de loin. Déjà, depuis toute petite, j'ai toujours eu quand même un vrai sujet avec l'injustice. Peut-être ça vient de mon nom, Justine, et la justice. En tout cas, ça a toujours été un sujet pour moi. Et comme beaucoup, j'ai vécu des moments difficiles, notamment quand j'étais ado, ou quand j'ai été hospitalisée en psychiatrie pour anorexie, j'ai été abusée sexuellement par un des médecins. Donc, ça en est suivi 4 longues années de procès et plus encore de reconstruction. Oui. Donc forcément, quand on vit des violences, ça change notre perception, ça nous marque. Et du coup, avec le temps, avec le recul, j'ai essayé de transformer ça en force, en détermination, en résilience pour essayer d'avoir un impact positif sur la société. Et c'est ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, en grande partie, j'ai cet engagement dans mon entreprise et dans ma vie personnelle au quotidien. Oui. Ça se reflète pas que dans ton entreprise, finalement, c'est une manière d'être aussi. Hein, Ah oui, complètement. Je pense que c'est un truc qu'on incarne, c'est pas que du business, quoi. Oui. Oui. Ouais, je me doute bien. Ok. Avec Intrépide, du coup, tu vas parler de plusieurs thématiques, les mariages forcés, l'excision, la prostitution des mineurs. Est-ce que travailler sur ces sujets-là, ça t'a forcé un petit peu à voir le système différemment? Et qu'est-ce que tu as appris finalement par rapport aux violences faites aux femmes et même à tout le monde, en fait, finalement, hein, parce que... Je pense que la première chose qui m'a vraiment sauté aux yeux en travaillant avec les associations sur ces thématiques, c'est que les violences, elles sont systémiques. Ouais. En fait, qu'il faut changer de l'approche individuelle et voir vraiment les choses avec plus de recul sur le système, et que ce soit justement pour tous ces sujets de violences faites aux femmes, de racisme et d'homophobie, en fait, c'est des mécaniques qui sont ancrées dans notre culture, dans nos lois, dans notre éducation, même dans la pop culture, en fait. C'est vraiment ancré de partout. Et je pense qu'on a vraiment ce sentiment parfois que ce qu'on voit dans les médias, c'est loin, que ça ne concernera pas nos familles, nos proches, que voilà, c'est des choses qu'on regarde avec beaucoup de distance. Et c'est un petit peu la problématique sur ces thématiques, c'est que la plupart des personnes vont se sentir pas concernées. Et vont voir par exemple le mot féminisme comme un gros mot. Mais en fait, la lutte contre les discriminations, c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Et aujourd'hui, quand on voit les chiffres en France, c'est une femme tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 3 jours, c'est un enfant victime de viol, d'inceste, d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Enfin, on ne peut pas continuer de fermer les yeux et rester dans le silence. Enfin,
Donc, c'est beaucoup de choses dont on avait conscience, mais forcément, au quotidien, au travail, j'apprends et j'apprends et je prends encore plus conscience de l'ampleur, en fait, de tous ces systèmes et de toutes ces mécaniques, de tous les biais sur tous les aspects de la société. Et vraiment, cette importance de penser cet engagement au niveau de la société globale, au niveau du système, au niveau des lois, et du coup, du plus jeune âge à... Oui, bah oui. Mais tu déprimes pas un peu, en vrai? Non, mais en vrai. Ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Forcément, il y a plusieurs sentiments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sentiments de colère quand on va recevoir des rapports ou des documents des associations avec qui on travaille. Là, par exemple, on mettait en page un document sur le viol comme arme de guerre, avec des récits de violences sur les zones de conflit que les femmes et les filles ont pu vivre. On ne peut pas être insensible, c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup de tristesse, et c'est des fois du choc de lire la violence, en fait, de tous ces mots. Et à la fois, c'est aussi un moteur de se dire qu'aujourd'hui, en fait, notre temps, on le dédie à essayer de faire en sorte d'être un petit maillon de la chaîne de ce mouvement et d'essayer de participer à avoir un impact positif. Donc parfois c'est un peu difficile. Après, c'est aussi aujourd'hui on est une équipe, on est 7, avec moi 8, et du coup il y a aussi cet esprit d'équipe qui est très important et qui va permettre d'avoir des sas où on peut discuter de tout ça, où on peut essayer des fois d'apporter plus de légèreté. C'est essentiel d'apporter de la légèreté dans ces discours-là. Après, nous on reste assez préservés parce qu'on n'est pas au contact direct des personnes concernées, des personnes qui vivent les violences. On travaille avec les ONG qui sont, elles, sur le terrain et en direct. Donc, je pense qu'on a quand même, entre guillemets, une place privilégiée dans ces sujets qui nous préservent et nous protègent et qui évitent d'alimenter, je pense, une angoisse trop forte. Bah oui. Et vraiment, je suis très admirative des personnes dans les associations qui sont sur le terrain au quotidien. Parce que je pense que le voir et le lire, c'est peut-être... C'est encore autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ouais, je comprends. Tu as mené plusieurs actions avec la Maison des Femmes, qui d'ailleurs a sorti un film, je crois. Tout à fait. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Que je vais aller voir d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la Maison des Femmes et aussi des actions que tu as pu mener avec? Oui, carrément. La Maison des Femmes, donc il y en a plusieurs en France. On a la chance d'en avoir une à Grenoble. Et la Maison des Femmes accompagne par le soin les femmes qui vivent ou ont vécu des violences sexuelles, conjugales, intrafamiliales. Et donc, vont les accompagner avec une équipe pluridisciplinaire dans le soin physique, psychologique, mais aussi sur d'autres activités, de la kiné, des sports de self-défense ou des choses, différentes étapes pour permettre un parcours de reconstruction. Et donc j'invite vraiment à aller voir ce film, justement. Moi aussi, j'ai très envie d'aller est voir. vraiment d'utilité publique. Il est vraiment incroyable, et justement, je trouve qu'il permet de bien comprendre les enjeux autour des violences. Que souvent on a des idées reçues autour des violences, que ça peut toucher qu'une certaine strate de la société, qu'un certain type de public. Et en fait, dans le film, on voit vraiment à quel point les violences sont systémiques et à quel point tout le monde peut être exposé et victime de violences. Mais surtout, ça montre le travail incroyable que font ces maisons et la nécessité, en fait, de leur existence et de leur financement. Donc aussi tous ces enjeux associatifs aujourd'hui, de la guerre au financement. Et donc vraiment un film qui est incroyable. Donc nous, on travaille depuis plusieurs années avec la Maison des Femmes, avec beaucoup d'associations et particulièrement avec la Maison des Femmes à Grenoble. On va travailler sur différents aspects. On a une particularité à l'agence, c'est qu'on a un modèle économique spécifique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mécénat de compétences. Donc en fait, on offre de notre temps aux associations pour leur permettre, souvent... toujours encore une fois, ces sujets de budget et d'argent. Souvent, les associations vont avoir peu de budget sur la communication, la sensibilisation, la collecte de dons. Et donc, nous, on va proposer des prestations en partie gratuites pour leur permettre de créer des supports, des campagnes. Donc, par exemple, pour la Maison des Femmes, on a pu créer un guide d'information qui vient recenser en Isère tous les acteurs qui peuvent venir en aide aux femmes et leurs enfants quand elles sont en situation de violence ou qu'elles sortent d'une situation de violence. Et donc ça, c'était un gros guide de ressources, mais tant mieux qu'il y ait beaucoup de ressources à recenser. Mais on peut aussi les accompagner sur des collectes de produits d'hygiène, sur du don de mobilier quand on a déménagé. C'est vraiment un partenariat un petit peu pluriel. Et voilà, elles font vraiment un travail incroyable et on est ravis de pouvoir un petit peu participer et les aider. C'est vrai que je l'avais visité, la Maison des Femmes, en 2e année de BTS. Mais c'est en fait déjà l'atmosphère quand on ouvre cette porte là à moitié blindée et qu'on se dit mais quelle horreur, enfin c'est bien et en même temps on se dit mais
c'est horrible que ça existe parce que finalement, si ça existe, c'est qu'il y a un besoin. C'est ça. Mais ouais, je me souviens avoir visité la Maison des Femmes et j'étais ressortie un petit peu... En fait, ça nous marque parce que ça vient ancrer dans la réalité ce qui se Ouais. passe. Et encore une Ouais. fois, ça veut dire que c'est des femmes d'ici. En fait, c'est des femmes qu'on peut croiser dans la rue. C'est des femmes que potentiellement on connaît ou que des proches peuvent connaître. Donc, ça vient tout de suite ancrer ça dans une réalité très proche. Après, la particularité quand même des maisons des femmes, qui sont certes des unités de soins, il y a quand même une atmosphère qui est beaucoup plus chaleureuse et douce et encadrante, enfin vraiment réconfortante, et ce qui n'est pas toujours facile à créer dans une unité de soins. Et qu'il faut trouver avec justesse, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas d'amoindrir les vécus des femmes qui arrivent ici, mais c'est sûr que pour du coup travailler avec elles et entendre certains récits, la violence qu'elles peuvent vivre au quotidien, c'est assez impressionnant à travers les histoires en fait des femmes qui sont présentes, et c'est dingue de se dire que ça se passe ici, et je pense que c'est ça en fait tout l'enjeu de ces thématiques, c'est de prendre conscience que ça se passe ici et que ça concerne nos proches et que ça concerne en fait ça peut concerner tout le monde. Et donc c'est un enjeu collectif. Ça peut être ta voisine, ça peut être ta boulangère. En vérité, c'est hallucinant à quel point ça peut toucher n'importe qui. Et puis même, c'est pas que forcément des violences comme on l'imagine, d'une femme qui se fait frapper. Les violences, c'est aussi psychologique. Donc ça aussi, il faut pouvoir le dire. C'est aussi peut-être la charge mentale, c'est aussi peut-être tout ce genre de choses accumulées. Administratif, économique, les violences, elles sont multiples. Et c'est vrai qu'on a tendance à réduire les violences aux violences conjugales. Enfin, on a tendance à réduire les violences conjugales au coût et au coût visible, mais on oublie les violences sexuelles, les violences économiques, les violences administratives. Enfin, il y a énormément de types d'emprises et c'est assez complexe d'accompagner ces femmes-là. Et il y a toute une psychologie à comprendre. Et en fait, la reconstruction, elle est parfois physique, mais la plus longue reconstruction, elle est psychologique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier le soin du corps et le soin de l'esprit aussi. Non, mais c'est vrai. Ok. Bon, bah, sympa. Donc, toi, tu as créé ton agence engagée. Votre siège, en fait, c'est l'Intrépide House. Donc, c'est ça. Tu es très belle, d'ailleurs. Une belle verrière. C'est mur tout violet, un peu bleu, là. J'adore. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu ton chien, que j'avais vu. Je pense l'avoir vu, ce chien, quand tu l'as récupéré. C'est possible, oui, parce que c'était à cette époque-là, dans l'ancienne maison. Petit, bon après, il n'a pas énormément grandi. Mais là, je l'ai vu, je fais « Oh, bah, tu la connais !» On se connaît. Donc, le siège est à Victor Hugo, donc c'est aussi un coworking. Hein, on peut venir travailler, réserver des salles de réunion, voilà. Des bureaux, il y a tout est bien. Une très belle bibliothèque féministe. Oui. Tout est très joli. Quand on crée une agence engagée, ça peut impliquer aussi de refuser quelquefois des projets par rapport à ses valeurs. Ça peut aussi ça peut être aussi faire face à une pression financière. Comment toi tu gères cet équilibre au quotidien entre tes valeurs et aussi ton gagne-pain? On va dire ça comme ça. Oui, bien sûr. En fait, effectivement, on a pu avoir des freins. Porter une entreprise engagée, militante, c'est au quotidien des explications, de la pédagogie, c'est faire face aussi à des personnes qui ne comprennent pas ces choix-là. Surtout, nous, quand on a créé l'agence, il y a 5-6 ans, avoir une agence qui prend ce type de position politique, c'était pas forcément la norme. Et du coup, il y avait toujours un peu cette incompréhension de « mais t'es une asso, t'es une entreprise ». Est-ce que tu es entrepreneur ou tu t'es bénévole? Peut-être qu'en fait, j'ai envie de créer quelque chose qui est entre les deux, quoi, et de repenser un petit peu ces modèles-là. Et pour moi, c'est très important, justement, qu'on puisse faire cohabiter l'entrepreneuriat et l'engagement. Je pense même que ça devrait systématiquement cohabiter. Et c'est un petit peu cette idée de créer un entrepreneuriat qui est engagé, mais qui est quand même viable pour proposer des emplois pérennes, et donc un cercle vertueux. Avec aussi ça demande aussi justement un modèle économique et une façon de penser l'argent dans un cercle vertueux. Donc c'est, je pense, une autre mentalité peut-être qu'un entrepreneuriat plus classique. Sur la marque de vêtements, par exemple, parce qu'on a eu une marque de vêtements pendant 3 ans, on a beaucoup fait face justement à ce côté trop engagé. Où on a failli avoir des super contrats, on a failli passer à Qui veut être mon associé, on a failli faire plein de choses vraiment très chouettes. Et à chaque fois, vraiment à la porte du moment où ça allait se faire, c'était en fait, c'est peut-être un petit peu trop, ça va peut-être un petit peu trop loin dans les messages. Et en fait, du coup, on était face à 2 options. Soit on arrêtait la marque parce que on se rendait bien compte que avec ce type d'engagement, c'était compliqué d'aller toucher le grand public et d'aller avoir de la visibilité. Soit on devenait plus mainstream, on avait des messages un petit peu plus soft, ce qui ne m'a absolument pas tenté, donc on a arrêté la marque.
Après, sur l'agence, on n'a pas forcément eu... au départ, ça a été plus difficile parce qu'effectivement, les sujets d'égalité, d'inclusion, de diversité étaient beaucoup moins répandus et beaucoup moins abordés qu'aujourd'hui. Donc en fait, au tout début, c'est sûr qu'on avait un marché qui n'était pas immense, mais on n'a pas lâché. Ouais. Aujourd'hui, on est pionnière sur ces sujets-là en termes d'agence. On a fait notre place dans l'écosystème et je pense que c'est notre plus grande force d'avoir justement ce positionnement très tranché. Et en fait, on dit quasiment jamais non parce qu'on est tellement identifié et les personnes sont tellement au courant quand elles nous contactent des sujets sur lesquels on travaille que c'est très rare d'avoir à dire je suis désolée, mais le nucléaire, on n'y va pas. Enfin, le nucléaire ne nous contacte pas. Donc c'est vrai que finalement, ça fait, même pour le coworking, il y a vraiment une ADN et une ambiance qui est assez claire, je pense, dans notre communication, qui fait que, c'est pas un tri, mais en tout cas, c'est essentiellement des gens sensibles à ça, et alignés, qui vont nous contacter. Donc, aujourd'hui, on n'en souffre pas. C'est vraiment notre plus grande force. Après, c'est sûr que ça a demandé un peu des années d'acharnement et de résilience. C'est un luxe de pouvoir dire non à des clients. C'est un luxe financier. Enfin, encore une fois, j'ai 7 salariés et tous les mois, faut payer le salaire, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, il y a vraiment toujours un peu cet enjeu, cet équilibre. Après, on a le privilège d'avoir réussi à tenir avec des emprunts, avec beaucoup de patience et d'acharnement pour essayer de trouver un modèle qui peut fonctionner. Et maintenant, la boîte a bientôt 8 ans, donc c'est vrai qu'on commence à consolider et à comprendre aussi comment est-ce qu'on peut trouver notre place et arriver à augmenter notre impact. Mais oui, c'est sûr que c'est une petite pression. Après, finalement, oui, c'est comme tu dis, les gens savent ce que vous faites. Je pense qu'on va pas typiquement dans ton coworking si on a des idées arrêtées. Je pense qu'on tombe dans les pommes. À partir du moment où on passe le pas de la porte. Donc, on va aux toilettes, on tombe dans les pommes. Voilà, non, mais où qu'on aille, effectivement. En fait, je pense que... Donc, en vrai, oui, je pense que les gens qui sont fermés à tout ça, finalement, même eux se disent, en fait, non, mais ça sert à rien, parce que c'est... je pense qu'effectivement, il y a une sensibilité qui se fait pas, mais surtout, nous, avec Intrépide, on a quand même une approche qui est assez accessible. C'est-à-dire qu'on va avoir une façon d'aborder toutes ces thématiques et de porter nos engagements qui est très colorée, qui est assez positive, qui est accessible aussi dans le sens où on n'a pas besoin d'être féministe invétérée pour avoir le droit de passer la porte, entre guillemets. En fait, l'idée, c'est au contraire, moi, je considère que pour avoir de l'impact auprès du plus grand nombre, il faut avoir un vocabulaire qui est accessible, il faut avoir une approche qui est accessible et pédagogique, et il faut amener une certaine légèreté, encore une fois, sans invisibiliser la gravité des sujets, mais en tout cas avoir une certaine légèreté pour pouvoir embarquer et que les personnes aient envie de se dire je suis pas familière avec les sujets, mais j'ai envie de découvrir, ou alors j'ai envie de voir ce que ça donne. Et en fait, je pense que le flanc radical militant féministe peut être aussi très important, mais en fait l'idée c'est aussi que chacun trouve sa place un petit peu sur tout le curseur. Et nous, en tant qu'entreprise, on a essayé de se placer sur un curseur un petit peu plus grand public. Alors on ne tolérera pas une personne qui vient et qui a des problématiques, mais en tout cas on essaye vraiment de se dire que tout le monde peut trouver sa place, et au contraire, même on nous a beaucoup demandé, est-ce que votre coworking c'est que pour les femmes? C'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que du coup c'est que pour les femmes? Et pour nous, pas du tout. En fait, c'est un combat qu'on doit tous mener. Et on a besoin en fait que les hommes se sentent concernés. On a besoin que tout le monde se sente concerné et investi du sujet, même si on n'a pas forcément vécu ou été exposé à des violences directement. C'est surtout en fait un sujet d'empathie, c'est un sujet de solidarité, c'est un sujet de société collective. Et du coup, c'est vraiment cette approche-là. Et je pense que cette approche permet d'accrocher plus de monde. Je suis d'accord. Et dans notre coworking, on a vraiment des publics très différents, de tous les âges, de tous les métiers, et c'est vraiment hyper diversifié. Et en tout cas, c'est ma vision de ces sujets et de comment on pourra justement faire évoluer les mentalités petit à petit avec l'effet papillon. Parce que finalement, même si on s'arrête que sur les femmes pour faire évoluer, malheureusement, c'est pas. Et puis c'est encore mettre la responsabilité toujours sur les victimes, toujours aux femmes d'éduquer. Enfin, je pense que c'est vraiment une responsabilité collective. Et par exemple, ça c'est un point assez intéressant dans les campagnes qu'on va mener avec l'agence. On va toujours essayer de faire en sorte de ne pas s'adresser qu'aux victimes, d'essayer aussi de s'adresser aux auteurs, aux témoins. Les témoins, c'est une énorme partie de la société, et on en parle souvent de l'effet de témoin. Enfin voilà, de ce côté sidération de ne pas savoir comment réagir, comment accueillir, comment orienter. Et nous, on va essayer de beaucoup aussi responsabiliser en fait l'entièreté de la société, et de ne pas dire juste aux victimes il faut parler, il faut porter plainte, il faut faire ça.
c'est une grosse charge, en fait. Ça, et de dire aux femmes, éduquer les hommes, c'est compliqué, quoi. Ouais, carrément. Donc, notre approche, elle est beaucoup plus... en tout cas, elle est assez globale, même si, encore une fois, je pense que toutes les approches sont complémentaires. Mais nous, voilà, il faut que tout le monde se sente c'est là où on s'est positionné, aussi, exactement. Non, je suis d'accord. Bon, du coup, cette question, elle rejoint quand même beaucoup celle d'avant, mais du coup, le fait de défendre ces causes, t'as déjà fermé certaines portes ou créé des obstacles, mais finalement, en fait, toi, c'est pas que ça te passe un petit peu au-dessus, mais finalement, tu veux travailler avec les personnes aussi, peut-être. C'est ça. En fait, je pense que forcément, combat, quoi. Ça m'en a forcément fermé. Sûrement, il y en a plein que je ne sais même pas. Tu vois, des personnes qui puissent dire j'ai un besoin, j'arrive sur son site internet, finalement, ça ne m'intéresse. Enfin, c'est trop pour moi. Donc, je pense que forcément, ça nous en a fermé. Après, aujourd'hui, je pense aussi qu'avec le temps et les années qui passent, dans ma posture, je me sens beaucoup plus solide et beaucoup plus sûre de moi sur mes sujets. Et en fait, si une personne, c'est tout bête, mais quand je vais voir les banques, si j'ai besoin de financement, ce genre de choses, on se va me dire mais comment les banques elles réagissent avec tes cheveux violets, tes tatouages, tes jeans troués, je leur dis mais si elles s'arrêtent à ça, j'irai voir la banque d'à côté. En fait, encore une fois, je pense que c'est aussi une question de détermination, pas que évidemment, et d'accepter, de résilience sur les portes qui se ferment. Mais bien sûr, à prendre en perspective en fonction de où tu en es dans ta société, parce que quand tu es au début de la société, que tu n'as pas de clients et que toutes les portes se ferment, je pense que c'est très compliqué de tenir ta ligne et de dire tant pis, je vais faire que ça. Il y a un moment, la précarité, c'est pas une bonne solution pour toi non plus. Donc, c'est vraiment un peu un équilibre et après, essayer de prendre les bonnes décisions. Et parfois, ça peut arriver d'accepter un client ou quelque chose qui n'est pas totalement raccord, mais il y a un moment, il faut manger, il faut faire vivre aussi ses équipes, sortir de la précarité. Et je pense que peu importe le choix, si tu le fais en conscience et avec ton contexte, ce sera le bon choix pour toi. C'est ça. Oui, c'est aussi un petit luxe quand même de pouvoir dire... C'est pas qu'un petit luxe, c'est un énorme privilège de pouvoir dire non. Et nous, on n'a pas pu dire non tout de suite. Ça a pris des années et on a dû travailler gratuitement. On a fait énormément de choses. Et on a le privilège aujourd'hui de pouvoir se permettre de dire non. Et encore, ça dépend quand, comment. Et on n'est pas sûr que ça restera et que ça durera. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est le grand luxe et c'est le goal, c'est de se dire je peux choisir les gens avec qui je travaille. Mais en prenant un parti pris aussi tranché, c'est évident que des portes se ferment. Ça va avec, quoi. Oui. Sinon, tu aurais fait une agence traditionnelle, voilà. C'est sûr. Selon toi, est-ce qu'on peut faire changer les choses de l'intérieur du système ou ça va être un combat qui sera permanent? Les deux. Je pense qu'on peut faire évidemment changer les choses et les choses bougent déjà avec le travail colossal qui est fait par les associations sur le terrain, avec les plaidoyers. Il y a des lois qu'on arrive à faire passer, il y a des choses qu'on arrive à faire évoluer, des sensibilisations sur l'éducation et autres. Pour autant, on est encore loin d'une justice sociale, on est encore loin d'une société qui n'a pas de discrimination. Donc le combat continue et continuera, c'est évident. Je pense que malheureusement, je mourrai avant qu'il n'y ait plus besoin de combattre. Mais je pense qu'effectivement, il y a vraiment... en tout cas, j'ai vraiment cette vision de l'effet papillon et de se dire on peut tous faire un peu. En fait, il n'y a pas besoin de dédier forcément toute sa vie et de s'engager tout le temps, mais en tout cas, on peut tous faire un petit peu et faire changer la mentalité d'une personne. C'est quelqu'un qui va peut-être faire changer la mentalité de ses proches. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cet espoir et c'est ce qui fait aussi que moi, en tout cas, ça me fait tenir dans ces thématiques au quotidien, c'est de me dire chaque jour, on participe à essayer d'avoir de l'impact, à faire changer les choses de l'intérieur, même si c'est un petit peu, même si c'est une personne, potentiellement une personne qui change sa mentalité. C'est un ensemble de personnes qui ne seront pas exposées à des violences. Donc, je pense que c'est vraiment essayer de se dire petit pas par petit pas. et évidemment, c'est beaucoup encore une fois, de résilience, mais il reste beaucoup de chemin. Et quand on voit en fait ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de prendre conscience que rien n'est acquis. Que les droits ne sont pas acquis, que tout peut faire marche arrière et qu'on peut perdre tout ce qui a été durement acquis et donc de toujours rester systématiquement dans le fait de défendre, de faire valoir ses droits, de défendre ses droits, d'aller en gagner toujours plus et de continuer systématiquement de faire évoluer les mentalités et la société, quoi. Oui, parce que c'est pas finalement en 2026, mais il y a des pays où... Et ça se rapproche. Quelque chose, voilà. Et ça se rapproche. Et même chez nous, il se passe des choses qui sont terribles et qui sont beaucoup silencieuses. Mais il se passe beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait au début de notre discussion. Ça nous concerne tous. Et ça va tous nous concerner encore plus si ça continue. Donc, il faut continuer. Il faut continuer.
Je suis d'accord. Dans tout ton parcours, donc ça fait 10 ans que tu entreprends, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, peut-être un moment, ou peut-être un projet, ou quelque chose où tu t'es dit, bah, en vrai, ouais, c'est bon. Je suis exactement là où je dois être. C'est exactement comme ça que je veux travailler. Tous les jours. Ouais. Vraiment tous les jours, à chaque projet, à chaque nouvelle mission. Je suis reconnaissante de pouvoir faire ça au quotidien, de travailler en étant en accord avec mes valeurs, de travailler avec une équipe qui est en accord avec mes valeurs et avec qui on partage des choses très fortes au quotidien. Je suis reconnaissante de toutes les personnes avec qui on travaille. C'est vraiment, tous les jours, je me dis, mais quel privilège j'ai de pouvoir faire ça, d'apprendre et de pouvoir accompagner ces structures et me dire que je dédie mon entrepreneuriat à quelque chose d'utile. Ouais. Et que encore une fois, à ma petite échelle, je participe un petit peu à tout ça. Donc ouais, vraiment, c'est pas forcément un moment clé, mais c'est tous les jours. Et on s'est fait dans les bureaux le mur des réussites. Et à chaque fois qu'une campagne est affichée quelque part, à chaque fois qu'il y a un impact, à chaque fois qu'on a des retours, des photos, des choses comme ça, on imprime tout. Et c'est ce qui fait aussi que ça nous anime au quotidien et que on se dit qu'on est au bon endroit et que ça nous ressemble, qu'on est ancré dans ce qu'on fait, quoi. Ah, mais on est fiers quand même. On est fiers. C'est important. Enfin, c'est quand même excellent de faire un travail dont on est fier chaque jour, où on se dit il y a l'utilité en fait. Clairement. Après, ça nous apprend, en côtoyant des associations tous les jours, ça nous apprend vraiment à être humble. Ouais. Encore une fois, nous, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas au contact des personnes qui sont victimes de toutes ces violences et de ces discriminations. Donc, ça nous apprend vraiment à être humble et à prendre conscience qu'on travaille sur des choses qui sont bien plus grandes que nous, qui vont au-delà en fait de notre existence. Et du coup, je trouve que ça, c'est une des plus grandes leçons, c'est vraiment être humble. Et quand j'écoute les personnes qui travaillent dans les ONG, qui sont par exemple sur une association qui va accompagner toute la partie support médical dans les zones de conflit, quand tu écoutes, quand tu reçois les vidéos, les extraits, tu te sens petit. Mais je pense que c'est un sentiment qui est important. Encore une fois, c'est pas une question d'ego dans ces sujets et c'est vraiment apprendre à être humble et juste essayer de participer à ce que les choses évoluent. C'est comme ça que le combat se passe. Je pense. Et au final, est-ce que tu es fière du chemin que tu traces aujourd'hui, malgré les obstacles, malgré les stops qu'on t'a mis? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es fière de ce que tu as pu accomplir tu as 30 ans, hein, donc on va dire en 30 ans. Oui, forcément, oui, je suis fière et très reconnaissante, très heureuse de tout ce qui se passe. Je suis fière de ce qu'on produit avec l'agence, je suis fière de mon équipe, fière des clients avec qui on travaille. Je peux dire que je suis fière. C'est trop bien, c'est une trop bonne note pour finir ça. Ok, trop cool. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode. J'espère que cela vous a plu et on se revoit très vite.